Soyez les bienvenus, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct du stand 24 € Trop Provence Course pour notre première équipe-rencontre de la journée. Il y en aura deux. Nous allons parler dans quelques instants, même tout de suite, de la vaccination des trotteurs face aux menaces sanitaires. À mes côtés, je salue le docteur Sophie Paul Jean-Jean. Bonjour Sophie, je me permets de vous appeler Sophie. Oui, parfait. Merci d'être avec nous, le micro fonctionne. Loïc Valois est également là, de la clinique Livet. Bonjour Loïc, merci d'être un fidèle au poste également pour nous éclairer, rebondir, répondre à mes questions de presque néophyte, mais en tout cas je vais jouer ce rôle-là. Et puis également merci à Paul Montigny, éleveur, préparateur de cheval, homme de cheval on va dire, voilà tout simplement, homme de cheval à nos côtés. Il fera le grand témoin lui aussi pour nous expliquer comment il vit cette question, la question de la vaccination que nous avons donc resserrée face aux menaces sanitaires. Alors, ça fait beaucoup de mots qui peuvent presque nous faire peur. Sophie, ne nous faites pas peur. Entre la vaccination, les menaces, qu'est-ce que vous allez nous présenter? Quel est le programme? Alors, moi, je vais vous parler justement de cette vaccination, savoir si c'est utile de vacciner ou si c'est encore une réglementation qui ne sert à rien. Et donc, pour illustrer mon propos, je vais vous parler des dernières grandes épizooties, c'est-à-dire épidémies dans le monde animal. Et puis une maladie que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est l'émergence de la maladie de West Nile. Donc on va parler des maladies contagieuses, grippe, rhinopneumonie et West Nile. Une des solutions face à ces épidémies, c'est la vaccination. Et enfin, que faire soi-même à l'échelle de la filière et de son écurie. Alors on débute avec le constat. Alors, le constat, c'est que les épidémies, les épizooties sont fréquentes. On a par exemple eu en Europe en 2018-2019 une grande épidémie de grippe. On en a eu une petite en 2023. Premier foyer, fin novembre 2018, un cheval suédois qui arrive, qui vient des Pays-Bas et qui introduit la grippe en Europe. De nombreux pays affectés. Alors, il faut savoir que la grippe, on a deux souches essentiellement qui circulent. Là, c'était une souche clade 1 qui était vraiment particulièrement virulente. Et cette épidémie a eu un impact financier et sanitaire très important en Angleterre, où les chevaux ne sont pas vaccinés. Et par contre, en France, il a bien été démontré que malgré l'augmentation des cas de grippe, l'effet bénéfique de la vaccination est démontré par réduction des signes cliniques, les chevaux sont moins malades et surtout la maîtrise des foyers épidémiques. C'est un sujet très important. C'est ce qu'on va devoir se dire et se poser comme question. Est-ce que c'est efficace que de vacciner? Et je sais ça, Chloé, que c'est une question que tout le monde se pose. C'est naturel aussi, hein, je veux dire, c'est humain. La question est posée, mais on a la réponse. Les vaccins sont très 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 utiles. Peut-être à l'échelle d'un, enfin je pense que Sophie en parlera, à l'échelle d'un cheval, ça n'apporte pas une solution magique, mais à l'échelle d'un rat, à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un pays, c'est des bénéfices qui sont incontestables. Exactement la même chose que pour les hommes d'ailleurs. On continue d'en parler. Je vous laisse la parole, Sophie. Donc ça, c'était la grippe. Concernant la rhinopneumonie, alors vous savez que la rhinopneumonie, on a trois formes, respiratoire, abortive chez les poulinières et cette fameuse forme neurologique avec des chevaux qui restent couchés et qui décèdent. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu une grosse épidémie à Valence en Espagne en 2021 avec majoritairement des symptômes respiratoires, de la fièvre et puis pas mal de formes neurologiques. Et puis, les chevaux sont sortis de Valence sans trop de contrôle. L'épidémie a diffusé en Europe avec des foyers confirmés dans 10 pays. Et puis, un bilan sanitaire très important. Hein. Plus de 18 chevaux qui sont morts à l'étranger ou qui ont dû être euthanasiés. La Fédération internationale d'équitation a dû annuler tous les événements. Donc, un impact également financier très important. Et puis, récemment, dans la filière sport toujours, novembre-décembre 2024, on a eu le départ d'une grande épidémie également. Hein, ça a débuté vers Le Mans. Là, on a eu un rassemblement de 700 équidés, puis les chevaux ont rejoint leur club et on a eu des formes nerveuses
de la mortalité. Hein. On a un bilan à peu près à 12 chevaux morts également. Mais par contre, comme on a eu les leçons de Valence, hein, la crise a bien été gérée. La situation s'est stabilisée. Donc les chevaux malades ou en contact étaient isolés avec un suivi de température. Et puis on faisait des écouvillons nasopharyngés pour rechercher le virus et savoir si les chevaux excrétaient. Donc la crise a bien été maîtrisée. Et puis alors ce qui est important de dire, c'est que dans les activités courses, hein, notamment le trot et dans l'élevage, on n'a pas eu de cas. Donc c'est que la crise a bien été gérée et surtout dans la filière trot, on vaccine. Une question au passage, parce que vous nous parlez là de réactivité, mais justement, est-ce que la réactivité progresse avec le temps? Parce que là, on parle a posteriori, mais faut-il encore savoir que le foyer était ici, ensuite informer, détecter, diagnostiquer? Est-ce qu'on progresse? Est-ce qu'on va plus vite pour détecter et informer, pour dire attention, là, on a découvert ce foyer? Tu veux répondre Loïc. Alors, je pense que les progrès de la rapidité de détection dans les événements et dans les rassemblements de chevaux de sport, donc on parle de rassemblements où les chevaux restent plusieurs jours. Aujourd'hui, ils sont équipés avec des pôles de sanitaires et des surveillances de température qui fait que dans les structures de sport où les chevaux sont en hôtellerie plusieurs jours, on a beaucoup progressé. C'est une question d'heure? C'est une question d'heure. Et pour lancer la communication, c'est une question de jour maximum? Alors aujourd'hui, on a des avancées sur les analyses de laboratoire qui viennent sur le terrain avec nous, sur les rassemblements internationaux par exemple, qui fait qu'on peut répondre en quelques heures à des réponses de laboratoire précises sur l'absence ou la présence d'un virus. Et donc on a énormément gagné de temps. Après, ce qui compte vraiment pour gagner du temps dans toutes les filières, c'est vraiment la prise de température et le fait d'être extrêmement rigoureux sur le fait qu'on ne rassemble pas son cheval avec un copain, avec un voisin. On n'emmène pas son cheval aux courses quand il a de la température de façon obligatoire. Ça devrait être une règle absolue. C'est une règle absolue. Il faut prendre la température avant de partir le matin. D'ailleurs, il faut prendre la température avant de travailler. Il faut prendre la température. Et d'ailleurs, les organisateurs ont été vraiment consciencieux parce que beaucoup de professionnels ont annulé les concours et ça, c'était vraiment bien. Et oui, effectivement, on a quand même appris beaucoup de cette grosse crise de Valence. En termes d'agilité et de réactivité, donc. Je vous laisse poursuivre. Donc, dernière maladie dont je voulais vous parler, c'est la maladie de West Nile. Alors, vous savez que le changement climatique est là et il induit une pullulation des arthropodes, hein, les moustiques, les moucherons, les tiques, qui sont eux-mêmes porteurs de virus très pathogènes, de bactéries, de parasites. Et puis, ces arthropodes porteurs de pathogènes sont introduits par le biais de la mondialisation des transports. Et donc, comme par exemple le moustique tigre hein, qui a été introduit en France, eh bien, ces pathogènes trouvent un environnement favorable avec le réchauffement climatique et se multiplient. Et un des plus grands risques à venir de maladies infectieuses équines, c'est vraiment ces arbovirus, c'est-à-dire ces virus transmis par les arthropodes. Donc il y a 3 maladies dont on peut parler. Il y a la fièvre catarrhale ovine qui concerne les ruminants. Alors je ne sais pas si vous avez suivi cet été, on a eu une épidémie foudroyante en France. Et on a une maladie dont on parle très peu, mais qui est aux portes de l'Europe, c'est la peste équine, qui a un cycle épidémiologique qui ressemble beaucoup à cette fièvre catarrhale. Donc vraiment méfiance. C'est où les portes de l'Europe ? C'est l'Afrique et donc ça peut rentrer en Espagne et donc les autorités sanitaires sont extrêmement vigilantes par rapport à cette maladie. Et donc notre fameuse encéphalite de West Nile qui est présente sur le territoire. Hein. Donc c'est une maladie virale qui affecte les oiseaux et les mammifères. Donc logiquement le cycle se fait entre les moustiques et les oiseaux, mais de temps en temps un moustique peut piquer un homme ou un cheval qui va développer la maladie. Donc c'est pareil, une maladie avec des symptômes neurologiques hein, et les chevaux peuvent en mourir. Donc c'est vraiment une maladie qui est
qui est surveillée. Et donc 2024, ça a été une saison de transmission de cette maladie du West Nile historique. Alors au départ, elle était cantonnée dans le bassin méditerranéen, mais depuis 2023, elle atteint l'ouest de la France. On a même eu un oiseau mort dans la Vienne, donc ça remonte vers la Normandie, vers Paris. Et on a eu 39 cas humains cette année, des cas autochtones, des gens qui sont piqués par un moustique et qui, en France, qui développent la maladie. Et presque 90 cas de chevaux malades ou morts de cette maladie de West Nile. Je vais demander un petit mot à Paul Montigny quelques instants. Ce changement climatique, vous le constatez au quotidien, dans votre activité, dans votre rapport aux chevaux. Et puis, là, Sophie nous parlait de West Nile et des moustiques. Est-ce que ça occupe l'esprit des hommes et des femmes de chevaux ? Oui, bien sûr, parce que là, on voit bien qu'il y a un changement dans beaucoup de sens et il faut faire très très attention, quoi. Donc, mais on voit bien qu'il y a un changement quand même. Alors, il faut... Ça se caractérise par quoi ? On le voit, difficile à expliquer, mais si vous voulez, au niveau des sols, au niveau des mouvements d'oiseaux en particulier aussi, parce que vous voyez, il y a à peu près 17-18 ans, les aigrettes s'arrêtaient au niveau de Royan. Et au jour d'aujourd'hui, ça pullule chez nous dans le Maine-et-Loire. Et donc, il y a quand même un mouvement qui se crée à ce niveau-là. Et puis, on a aussi un mouvement énorme de chevaux avec les étrangers et tout ça, avec les pays étrangers. Ça peut être les pays de l'Est, la Suède, la Norvège, la Finlande. Et puis, nous, sur la partie course, la partie Espagne, ça ne nous concerne pas tellement, mais on peut avoir le problème avec les oiseaux ou avec les moustiques. Donc, nous, au stade où on travaille, on a un petit effectif. Si on a des chevaux qui arrivent des pays de l'Est ou autres, parce qu'on travaille un peu avec ces gens-là aussi, on les isole systématiquement. Pas 8 jours, 15 jours, comme on a un peu de surface, on les isole, on les met à part, on les surveille, justement la température. Et quand au bout de 8-10 jours, il ne se passe rien, donc déjà on prend la température dès qu'il arrive. Alors c'est l'une des pratiques, c'est l'une des solutions, mais la solution dont on parle aujourd'hui, c'est la vaccination. Exactement. Donc on a parlé de ces deux maladies extrêmement contagieuses, la grippe et la rhinopneumonie. La maladie de West Nile, qui n'est pas une maladie contagieuse, mais une des solutions face à ces épisodes aussi, ces épidémies, c'est bien la vaccination. Alors la vaccination, elle a un double intérêt, un intérêt à titre individuel et à titre collectif. Alors évidemment au niveau individuel, on va avoir une protection de l'équidé vacciné, ça va réduire le risque d'infection et ça va réduire la sévérité et la durée des signes cliniques. On a vu pour la grippe, les chevaux vaccinés peuvent avoir un petit syndrome grippal, mais la maladie ne sera pas trop grave. Et cette protection individuelle, elle est vraiment très importante pour les maladies graves, voire mortelles, comme le tétanos, la fièvre de West Nile ou la grippe et la rhinopneumonie, qui peuvent être des maladies également mortelles. Et puis, le gros intérêt de la vaccination, c'est à titre collectif pour ces maladies contagieuses. C'est vraiment cette notion de couverture vaccinale qui doit être la plus haute possible. Donc, l'intérêt, ça va être de réduire l'excrétion au niveau des naseaux, notamment de l'agent pathogène par le cheval malade, ce qui va limiter la transmission de la maladie aux autres chevaux. Et par exemple, si on repense à l'épisode aussi de 2018-2019 de grippe en Europe, au Royaume-Uni, la vaccination n'est pas obligatoire, ça a été catastrophique, arrêt des courses, impact financier très important, alors qu'en France, on a eu quelques cas, mais la filière a continué de tourner. Si on prend l'exemple de la rhinopneumonie, dans la filière sport, la vaccination n'est pas obligatoire. Pourquoi ? Alors que dans la filière course, un trot galopeur, elle est obligatoire et on a vu, on n'a pas eu d'impact de cette maladie sur cette filière. Donc l'idée, c'est de limiter l'impact économique de ces maladies sur la filière et l'impact sanitaire et de protéger les chevaux les plus fragiles, les poulinières, l'avortement, les poulains, les chevaux malades ou âgés.
Alors comme des fois un schéma vaut mieux que plein de paroles, vous avez préparé un petit visuel qui résume très bien la chose. Voilà, donc que je dois à Romain Paillot. Donc vous avez en rouge un cheval non vacciné qui attrape la maladie. Donc il excrète énormément de virus il va contaminer les chevaux qui sont autour de lui. Mais par contre, si les chevaux sont vaccinés, eh bien, le pool de chevaux vaccinés va arrêter le passage virage, la diffusion du virus dans l'effectif. Et donc, les chevaux non vaccinés fragiles seront protégés. Et si on parle de couverture vaccinale, le schéma en haut, c'est vraiment une forte couverture vaccinale contre la grippe en France. On voit quand on a un cas qui apparaît, eh bien, le virus est tout de suite arrêté par l'ensemble de la population vaccinée. Au contraire de la rhinopneumonie, où la couverture vaccinale est encore trop faible, notamment dans la filière sport. Et donc, quand le virus apparaît, il diffuse dans toute la population avec des conséquences graves sur les chevaux. Ça nous rappelle une actualité qu'on a tous vécue il n'y a pas si longtemps, où on avait beaucoup d'experts qui nous parlaient beaucoup de ce schéma-là. On va parler justement du schéma vaccinal, mais moi j'ai une question que je voudrais poser à Loïc et pourquoi pas également à Paul. Dès qu'on parle de vaccin, souvent on parle aussi de croyance. Est-ce que c'est aussi le cas chez les chevaux, chez les équidés, comme chez les hommes? Alors je ne parle pas de croyances religieuses, hein. Je parle de croyances tout court. On y croit, on n'y croit pas. Comment c'est encore possible en 2025? C'est encore possible parce que le poids de l'histoire est là et que nous sommes quand même toujours les Français à remettre en question, et c'est tant mieux. Aujourd'hui, la réponse, elle est claire, puisque les instances ont eu l'intelligence de rendre ces vaccinations obligatoires pour les courses, pour préserver le modèle et pouvoir faire des réunions tous les jours, et garder la filière debout malgré les risques d'épizootie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Sophie l'a dit, par rapport aux pays d'Europe qui ne vaccinent pas, nous pouvons prouver tous les jours que nous sauvegardons l'efficacité du modèle, l'ouverture des hippodromes, les réunions, plusieurs réunions par jour, grâce à cette politique très incitative, voire obligatoire, de protection contre la grippe et contre la rhinopneumonie, qui nous permet de nous rassembler tous les jours avec des risques très minimisés et qui tiennent la filière debout. Paul, vous vaccinez? Ah oui, parfaitement. De toute façon, nous... Ça a été ballot. C'est ballot, oui. Non, je n'insiste pas. Non, mais j'aurais plein de questions. Mais mais là, nous, si vous voulez, on a peu de chevaux, mais des chevaux de haut niveau. Donc, on ne peut pas courir le moindre risque. Si on commence à négliger ça, faut qu'on soit pointu sur tous les points. La question sous-jacente, c'est si ce n'était pas obligatoire, vous vaccineriez quand même? On vaccinerait. Moi, je vaccinerais. Pour finir sur les croyances, il y a une petite différence, c'est qu'on a la chance chez les chevaux d'avoir des vaccins qui sont quand même extrêmement bien tolérés, où en fait les réactions, les complications, les effets secondaires, comme on appelle ça, sont quand même limités et ne laissent pas la place au doute sur la balance bénéfice-risque. Les coûts sont quand même relativement modérés et les bénéfices très importants et les effets secondaires très faibles, ce qui fait que le débat sur les croyances n'a pas la place qu'il a dans la vaccination humaine. Sophie, c'est à vous. Alors, je voulais juste faire un petit rappel sur le schéma vaccinal. Vous savez qu'on a d'abord une primo-vaccination avec 2 injections classiquement à peu près à 1 mois d'intervalle. Et puis, depuis quelques années, on a rajouté la fameuse V3, une 3e vaccination 5 à 6 mois après les 2 premières injections. Et ben, vous voyez sur le schéma l'intérêt de cette V3, 3e vaccination. Elle permet de maintenir un niveau d'anticorps très élevé, protecteur contre la maladie jusqu'au rappel annuel. Tout à l'heure, il y avait un débat entre professionnels, des gens qui pratiquent tous les jours, et ils n'étaient pas d'accord. Est-ce que vous pouvez nous redire très clairement quelle est la règle au trot? Je vais vous la montrer juste super. après. Pardon, je suis allé trop vite. Disqualifié.
disqualifié. Reprenez. Donc cette V3 est importante, hein, c'est encore une vaccination, mais elle permet de protéger les chevaux jusqu'au rappel annuel. Et ce protocole de vaccination, bien sûr, il est discuté avec le vétérinaire traitant en fonction de l'âge du cheval, à partir de quel âge on vaccine, du stade physiologique. Hein, les poulinières ont des protocoles particuliers, mais aussi selon le risque infectieux qui sévit autour de l'écurie. Alors juste un petit mot sur la dérive antigénique de la grippe. Hein. Vous savez qu'en médecine humaine, chaque année, la grippe, le virus de la grippe est un petit peu différent. Chez le cheval, la dérive est beaucoup plus lente, mais on a essentiellement deux lignées qui circulent, la lignée CLAD 1 et la lignée CLAD 2. Donc c'est important d'avoir des vaccins qui sont tout à fait à jour avec les souches circulantes sur le terrain. Et donc, pour répondre à votre question, Fabien, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle de la filière et de son écurie? Bien sûr, on a des protocoles vaccinaux, alors qui ne sont pas toujours complètement en adéquation avec les protocoles des autorisations de mise sur le marché des vaccins, mais bon, l'idée c'est de s'en rapprocher. Donc la primo-vaccination, c'est bien 2 injections entre 21 et 60 jours. Et cette fameuse V3 entre 120 et 180 jours. Et après, pour la filière trot, un rappel annuel. La filière galopeur, c'est même 2 vaccins par an. Ce que je me permets de rajouter, c'est que c'est bien écrit et c'est réglementairement 180 jours. Et 180 jours, ça n'est pas 6 mois, c'est 6 mois moins 3 jours. Et j'encourage vraiment, donc aujourd'hui, vous savez, pour déclarer les chevaux à l'entraînement, on saisit les vaccins dans l'infonette. Et donc, il faut que tout le monde soit bien sensible sur le fait que ce rappel à 6 mois n'est pas un rappel à 6 mois, mais un rappel à 6 mois moins 3 jours. C'est très, très, très important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, les amendes du trot sur les défauts de vaccination sont montées à 500 € en cas de rature, etc. Et du coup, il faut être très, très vigilant sur les dates. Et non partant et tout, t'as traversé toute la France. Exactement. Et on dit demi-tour. Et donc, ce serait trop bête. Donc, 180 jours. Pour 3 jours, c'est dommage. Donc voilà, je permets d'insister sur ces 180 jours pile et pas 6 mois. Mais on est là pour faire de la pédagogie. Donc, merci, on a fait Loïc, 180 jours. En effet, Loïc. Et donc, concernant la rhinopneumonie, donc l'obligation est plus récente et c'est vraiment une grande avancée. Donc, le protocole de la rhino se cale sur celui de la grippe. Comme ça, le vétérinaire ne se déplace qu'une fois. Il peut faire une injection contre la grippe et une injection contre la rhinopneumonie. Ce rappel entre 120 et 180 jours après la primo-vaccination et après des rappels annuel, c'est déjà très très bien. Se souvenir qu'on ne vaccine pas dans les 4 jours pleins qui précèdent une course. Alors le nombre de jours est très strict, j'ai bien compris, mais malgré tout, est-ce qu'il y a des protocoles qu'on peut adapter? Est-ce qu'ils sont adaptables ou c'est quelque chose de très strict? Alors moi, à tout égard? Sur ces deux protocoles, c'est le minimum obligatoire, hein, c'est comme ça que je vois les choses. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a parlé de préserver la filière et d'avoir une protection collective par les vaccins. Mais si on veut s'attacher à une protection individuelle plus serrée, c'est-à-dire qu'on veut protéger la filière, mais on veut aussi protéger son propre cheval, je pense qu'il y a tout intérêt à raccourcir les intervalles de vaccination de 1 an à 6 mois. Alors évidemment, c'est un petit surcoût, mais quand on veut mieux protéger chaque individu, passer d'une démarche réglementaire à tous les ans à une démarche optionnel ou volontaire à tous les 6 mois amène une protection individuelle, cette fois un peu plus forte et limite un peu plus l'expression des symptômes cheval par cheval. Oui, on revient à la courbe. Hein. À chaque fois qu'on fait un rappel, eh bien, on rehausse le taux d'anticorps protecteurs contre la maladie. Sur le terrain, comment ça s'applique ? Est-ce qu'on met un protocole? Est-ce que c'est le patron qui doit être là pour dire attention, on est à 169 jours? Est-ce que vous mettez en place des outils qui vous permettent de dire c'est avec votre vétérinaire, vous êtes en totale confiance? Comment ça se passe en pratique? Non, on les compte pas tous les jours quand même. Non, on a un planning de près. On sait qu'à tel moment, on essaie de regrouper les chevaux, de vacciner par exemple tous les foules en même temps. Donc on sait que à 6 mois, moins 3 jours, il faudra qu'ils soient faits. En général, on les fait un peu avant, une quinzaine de jours avant. Et pour protéger tout le monde. Et puis les poulinières, pareil, il ne faut pas les oublier. Parce que si vous voulez, quand vous mettez des saillies
une saillie, que votre jument est pleine d'un bon cheval ou autre. Aujourd'hui, les saillies sont très chères et il faut quand même préserver son bien au maximum. Et nous, notre travail au niveau de l'élevage, c'est surtout d'amener des chevaux, soit aux ventes, soit pour la compétition, indemnes de tout. Donc il faut les protéger au maximum et qu'ils ne soient pas malades. Si un cheval a chopé la rhino ou la grippe ou autre, et votre poulain sera plus le même. On est là pour faire des Formule 1, pas des deux chevaux, quoi. Et pour nuancer un peu tous les 6 mois à l'élevage, je pense qu'à l'entraînement, il y a beaucoup de mouvements de chevaux. Donc le taux vaccinal dans chaque cheval, pour moi, doit être au maximum. Donc c'est légitime de le faire tous les 6 mois. À l'élevage, c'est pas forcément, c'est n'est légitime que en fonction du degré d'ouverture du haras. Si vous êtes un haras privé, que vos juments, que votre élevage personnel, et vous avez peu de mouvements, je pense qu'il y aura un rappel annuel, et c'est discutable pour la rhinopneumonie, on en parlera peut-être un peu sur l'élevage, parce que les avortements ne sont protégés vraiment qu'avec des vaccins plus denses. Ensuite, si le haras est très ouvert, oui, il faut augmenter la fréquence des vaccinations pour protéger son troupeau. Alors, quand vacciner ? Quand vacciner? Alors évidemment, on vaccine des animaux en bonne santé. Donc l'idée, c'est avant de vacciner, de vérifier cet état de santé, prendre la température et idéalement en dehors des périodes de stress qui diminuent l'immunité. Donc en dehors des épreuves, des courses, du sevrage qui est un mauvais moment à passer pour le poulain, des transports, des changements de conditions de vie. Et idéalement, évidemment, on va vacciner avant les périodes à risque. Alors, on pouvait vacciner à l'automne parce qu'on pense que les virus circulent plus l'hiver, mais ce n'est pas toujours vrai. Et l'idée, c'est de ne pas interférer avec la mise en place d'une immunité correcte. Donc, il faut bien vérifier ces livrets de vaccination et vraiment anticiper cet acte qui est très important. Donc, ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est que la vaccination, c'est un outil de prévention essentiel contre les épizooties. Au niveau individuel, Loïc vient bien de l'expliquer, au niveau collectif avec cette notion de couverture vaccinale la plus large possible, toujours suivre les bons protocoles en fonction de la réglementation et des AMM, des vaccins et du risque des chevaux dans l'écurie. Et retenir que la vaccination, c'est un des piliers de prévention contre les maladies infectieuses, mais ça n'est pas le seul. Il y a bien sûr toutes ces notions de biosécurité, d'isolement, de prise de température et que tout le monde soit responsable. Loïc voulait ajouter quelque chose sur la rhino, je crois. En tout cas, peut-être lancer le débat des 3 dernières minutes autour de la rhino, qui est le mot qui fait aussi un petit peu peur quand on est autour des chevaux. Oui, la rhino, ça fait peur. Il faut en être... L'histoire a montré en 2024 que les couvertures vaccinales bien faites protégeaient très bien des épidémies, qu'on pouvait faire face très tranquillement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la sécurité contre les avortements par plus de vaccins en fin de gestation. Elle a son sens. Vraiment, j'incite tout le monde à le faire quand on veut, parce qu'un avortement, ça coûte très 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 cher à l'éleveur. C'est surtout ce qui coûte le plus cher à l'échelle de la filière. Parce qu'on a nourri une jument pendant 1 an, parce qu'on a des réservations de saillies, on a une non-production, enfin, voilà, c'est très important. Et Paul confirme, le micro était un petit peu éloigné de la bouche, mais il confirme totalement. Voilà, et pour élargir un petit peu sur les vaccins, aujourd'hui, les progrès de la science sont là, donc on a d'autres maladies qui nous embêtent beaucoup, qui sortent des vaccins, qui permettent qu'on peut limiter par l'apparition de nouveaux vaccins. Je pense par exemple à la gourme, qui est quand même une maladie dont on a été beaucoup embêté, on est peut-être un peu moins embêté, mais c'est des vaccins auxquels il faut commencer à penser, puisque quand on a la gourme, c'est pareil, l'entraîneur ne va pas aux courses pendant 1 mois, 2 mois, tous les chevaux sont malades avec des abcès sous la gorge. Le coût pour la filière est aussi, le coût pour l'entraîneur, les propriétaires est très cher, donc il faut être attentif, parler aux vétérinaires de comment on peut améliorer au maximum la prévention. En fonction du contexte, on peut parler d'autres vaccins que ces deux-là, mais ces deux-là sont très très importants. Est-ce que... Oui. Je voulais rajouter un petit mot, parce que j'ai parlé de la maladie de West Nile, contre laquelle il existe un vaccin. Et effectivement, les chevaux qui vont dans les zones à risque, donc essentiellement, par exemple, les meetings dans le sud de la France, ça peut être intéressant de vacciner des chevaux de valeur contre cette maladie. Dernière question pour se projeter, puisqu'il reste 30 secondes. Est-ce que le laboratoire ou les laboratoires travaillent sur un vaccin
globale? Est-ce qu'on pourrait avoir un vaccin multipathologie, ou est-ce que c'est forcément un vaccin pour chaque pathologie, pour chaque maladie? Alors c'est vrai que ça a existé, des vaccins combinés grippe, Voilà, rhinopneumonie. Pour l'instant, non. On travaille surtout à la mise à jour des souches circulantes. Ça, c'est vraiment très important. Et voilà, d'être en accord avec ces souches circulantes. Mais on n'aura pas de vaccins combinés dans les années à venir. Merci pour tout ça, merci pour toutes ces informations, merci pour votre participation. Nous avons passé une demi-heure à parler de ce sujet extrêmement important. Nous aurons un autre sujet dans notre Qui rencontre tout à l'heure, Sophie. L'ostéochondrose. Oh oui. Merci, à tout à l'heure, bonne journée, bonne suite du salon Expo Étalon ici à Vincennes. Merci de nous avoir suivis.